Cette vidéo concerne les personnes qui ont un utérus et qui saignent à peu près une fois par mois. Mais si tu n'as pas d'utérus et si tu ne saignes pas une fois par mois, je te conseille quand même de rester ici parce que c'est quand même vachement intéressant et ça concerne un peu tout le monde. On va parler de règles, et pas que de règles mais aussi de cycle menstruel. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties parce que je suis une universitaire, qu'est-ce que j'y peux. En premier, je vais parler de pourquoi je considère les règles comme tabou alors que tout le monde sait que la moitié de la population a ses règles. Mais pourquoi je considère quand même ça comme tabou. En deuxième partie, je vais parler de la sensation d'impureté et de la douleur dont on ne parle pas. Et en troisième partie, je vais t'expliquer pourquoi je considère que les règles c'est que la partie visible de l'iceberg du cycle menstruel. Et je trouve cette expression vachement cool. Pourquoi je considère que les règles c'est tabou? Et bah parce qu'on ne dit pas j'ai du sang qui sort de mon vagin pendant plusieurs jours chaque mois. C'est la vérité, mais on ne dit pas, on dit j'ai mes ragnagnas. Tout ce dont je veux te parler là maintenant et dont je te parlerai en fin de vidéo sur le cycle menstruel, et ben je l'ai pas appris en cours de SVT, je l'ai pas appris en cours d'éducation sexuelle, je l'ai appris par moi-même en lisant un livre énorme de 600 pages que je n'ai absolument pas fini, hein, j'en suis là. Ouais, page 104. Donc je suis en train de lire un énorme bouquin qui explique absolument tout sur le cycle menstruel féminin et sur qu'est-ce que les règles, qu'est-ce que c'est que toute cette machinerie en fait. Et ce livre n'existe pas en France, n'a jamais été traduit, c'est un best-seller aux États-Unis parce que bon, parfois ils sont en avance quand même sur certaines choses. C'est un best-seller depuis 20 ans et on n'est juste pas au courant de tout ce qu'il raconte, et tout ce que je considère qu'on devrait tous et surtout toutes savoir, et bah c'est dit là-dedans et c'est complètement inaccessible pour quelqu'un qui sait pas parler anglais et qui a pas le courage de lire 600 pages. Donc voilà pourquoi je considère que c'est tabou, parce que tout ce dont je vais te parler là maintenant, en plus des règles, bah pas grand monde est au courant. Pourquoi ce serait une évidence que saigner c'est sale? Pourquoi ce serait comme une évidence que c'est dégoûtant, qu'il faut pas trop en parler, que les hommes doivent pas savoir? Par exemple, je lisais tout à l'heure dans le manga dont je t'ai parlé il y a 2 semaines, une semaine, dans mes favoris du mois de mai, je lisais une des lycéennes du manga qui dit à une autre: oh mon dieu, mais pourquoi tu as dit à un homme que t'avais tes règles, tu devrais avoir honte, on parle pas de ce genre de choses, machin machin. Ok, donc bah, déjà premier exemple. Deuxième exemple de cette sensation d'impureté, c'était, je discutais avec une fille absolument adorable qui a répondu à plein de mes questions sur la religion musulmane. Donc je lui posais plein de questions sur le ramadan, sur ce genre de choses, parce que je suis assez ignorante sur la question, donc je lui posais des questions. Et elle me disait qu'on pouvait pas jeûner quand on était une femme pendant les 5 jours de nos règles, parce qu'on était considérés comme malades. Et donc du coup, on n'avait pas à jeûner. C'était pas important pour nous, qu'on rattraperait ces jours à un autre moment dans l'année. Je lui demande mais pourquoi, et elle me dit bah c'est juste qu'on est considéré comme impur à ce moment-là, et donc c'est pour ça que par exemple, je sais plus comment elle l'a dit, mais elle a dit en gros il faut pas avoir de rapport sexuel avec son mari quand on a ses règles parce que c'est impur, ça porte malheur ou c'est sale, je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais je crois qu'elle a dit c'est sale et c'est impur. C'est bien visible, pas que dans la religion, hein, c'est pas que les personnes qui sont musulmanes qui pensent ça du tout. On a toutes, je pense, eu à un moment donné une relation difficile avec nos règles, que ce soit la honte d'avoir taché notre pantalon au collège, d'avoir une petite tache rouge, le fait de pas oser avoir des relations sexuelles avec notre partenaire parce qu'on a nos règles, de pas dire pourquoi on a mal au ventre, sans compter que il y a quand même énormément de douleurs et d'effets sur notre corps que provoque le cycle menstruel et les règles. Par exemple, moi, avant d'avoir mes règles, mes seins prennent un bonnet. Et je peux prendre 2 kilos en 2 jours et les reperdre 2 jours après. Mais il n'y a vraiment pas que ça comme effet secondaire, il y a aussi des émotions qui font n'importe quoi, il y a aussi de l'énervement, perte de cheveux. Les effets que provoque le cycle menstruel et les règles sur le corps d'une, je vais dire femme, juste pour être plus pratique, mais je veux dire les personnes qui ont leurs règles. Pour une femme c'est juste incroyable. Voilà, tous les effets que ça fait, et que ce soit minimisé, que ce soit tabou et qu'on puisse pas en parler, c'est quand même assez grave, je pense. Surtout que ça alimente une colère contre notre corps, on finit par le détester parce qu'il nous fait mal, parce qu'on n'arrive pas à le gérer.
Et il se trouve que j'ai appris il y a pas longtemps qu'en médecine chinoise, c'est considéré comme un problème d'avoir mal pendant nos règles. Alors que moi je pensais que c'était normal. Moi depuis toujours les 2 premiers jours de mes règles sont très douloureux, et encore pas autant que beaucoup d'autres femmes. Je me disais que c'était normal quoi. Je l'ai pris comme ma normalité, surtout qu'autour de moi beaucoup de femmes avaient la même chose. Donc j'ai réalisé en lisant mes cours de médecine chinoise que eh bien c'était pas normal en médecine chinoise, donc une médecine qui date de plus de 2000 ans, que c'était pas normal d'avoir mal pendant ses règles et que c'était quelque chose qui signifiait qu'il y avait un problème, qu'il fallait rééquilibrer le corps. Avec cette vidéo, j'espère ouvrir un petit peu cet espace clos de qu'est-ce que c'est qu'un cycle menstruel et pourquoi on devrait en parler. Et enfin, ma troisième partie qui pour moi est la plus importante, j'espère que t'es resté jusqu'au bout, c'est juste le fait que les règles c'est la partie visible de l'iceberg et qu'en fait le cycle menstruel c'est une, je l'ai déjà dit le mot, mais c'est une machinerie absolument extraordinaire uniquement au service de la reproduction, et je trouve ça absolument aberrant que ce soit un savoir retenu et que pas plus de femmes soient au courant de ce que moi je suis en train d'apprendre, et je trouve que c'est pas du tout un savoir qui doit être réservé aux médecins et aux gynécos du tout. Donc je vais te faire un petit résumé de ce que j'ai appris sur ces 100 premières pages de ce livre Taking Charge of Your Fertility par Toni Weschler, une médecin gynécologue. Et bien j'ai appris pour l'instant que, donc ça tu l'as peut-être appris en cours de SVT, que nous avons 2 parties dans notre cycle menstruel, qui d'ailleurs le fait qu'il dure 28 jours c'est un mythe absolument complet. Aucun cycle ne dure réellement tout le temps constamment 28 jours, c'est juste une forme de moyenne. En réalité les cycles durent entre 21 et 35 jours et ils sont considérés comme normaux. Entre 21 et 35 jours, tu n'as pas à te préoccuper de si tes cycles sont trop courts ou trop longs. Et donc tu as 2 parties dans ce cycle. La partie où tu as de l'œstrogène, l'hormone œstrogène qui va être libérée. Et au moment de l'ovulation, tu vas ensuite avoir la progestérone, l'hormone progestérone, qui va être libérée dans le corps. Ces 2 parties-là sont donc séparées par la période de l'ovulation. Tu es fertile pendant les jours avant l'ovulation, puisque les spermatozoïdes peuvent vivre 4 à 5 jours dans ton utérus. Disons, tu ovules le 13e jour, tu as un rapport sexuel non protégé le 9e jour. Même si tu sais très bien que tu n'ovules pas ce jour-là, tu peux tomber enceinte parce que le petit spermatozoïde sera très résistant et résistera jusqu'au 13e jour où là tu ovuleras et où tu tomberas enceinte. Ça marche aussi 48 heures après, donc en soi pour être vraiment très protégé, il faut avoir aucun rapport 5 jours avant et 2 jours après ton ovulation. Savoir le jour de son ovulation déjà c'est compliqué, et le prédire c'est extrêmement difficile et ça demande beaucoup d'entraînement. Comment on peut déterminer les moments où on ovule dans notre cycle? Et bah tout simplement parce que l'œstrogène fait que ta température est plus basse alors que la progestérone fait monter ta température. Donc par exemple, tu vas avoir des températures à 36, entre 36,8 et 37 pendant ta période d'œstrogène, et au moment de l'ovulation, tu vas garder ce niveau d'œstrogène, et le lendemain de l'ovulation, normalement tu vas voir quelque chose qui ressemble à un pic qui va monter, et tes températures vont monter parce que ce sera la production de progestérone qui commencera. Tu pourras supposer, si tes cycles déjà sont réguliers de base, tu pourras supposer que ton ovulation est à peu près à ce moment-là, avant le pic de température. Je ne suis absolument pas une experte sur le sujet, je suis en train d'apprendre, je suis en phase d'apprentissage puisque j'ai lu que 100 pages du livre, mais en gros, ma grille de température ressemble à ça ce mois-ci. C'est le 4e cycle où je fais une courbe et j'ai commencé à remarquer que moi j'ai pas un pic, mais que j'ai plutôt un escalier. Voilà, qui monte vraiment très doucement sur plusieurs jours. Et donc je vais supposer que mon ovulation est en bas de cette échelle qui commence à monter assez haut. Mais comme tu vois, c'est assez stable. Juste, on peut remarquer que là j'ai plus les températures en dessous de 37,1, alors qu'ici j'ai des températures au niveau de 36,8, 36,9. Donc j'apprends sur le tas. Je ne considère pas cette méthode de contraception comme fiable encore, mais j'apprends et je trouve ça absolument passionnant. Donc je fais pas que ça pour une raison pratique, je fais aussi ça parce que je trouve extrêmement important de connaître ce genre de choses sur moi-même, c'est quand même mon corps, et je trouve que ce savoir-là ne devrait pas être réservé aux médecins, parce que voilà, je suis pas scientifique et j'ai appris par moi-même, enfin avec un bouquin, à noter mon cycle avec un petit peu de régularité et à comprendre un peu mieux comment je fonctionne.
et comment fonctionne cet utérus, c'est absolument génial. Si tu veux aussi tester ça, tu peux. Après, je te conseille aussi, si tu trouves pas ça trop dégoûtant, moi je considère que c'est pas du tout dégoûtant puisque ça fait partie du corps, c'est de un peu faire attention à tes pertes. Toutes les personnes ayant un vagin ont des pertes blanches, des pertes qui sont de différentes couleurs, de différentes consistances, et tu remarqueras que le jour de ton ovulation ou la veille ou le lendemain de ton ovulation, tu vas avoir des pertes extrêmement transparente, élastique, qui ressemble un peu à du blanc d'œuf. C'est vraiment le signe d'une ovulation. Donc déjà, si tu sais tout ça, tu seras plus dans une passivité, tu seras active de ton propre cycle. Moi je pense que c'est un pas vers le fait de plus se sentir impure et de se sentir au contraire comme étant porteuse d'un système extrêmement complexe et extrêmement intéressant. Et donc de ne pas réduire à des fluides qui sortent de notre corps, à du sang qui sort de notre corps, mais vraiment à se rendre compte de la complexité qu'il y a derrière. Pour moi, c'est vraiment un outil de prise de pouvoir de nous-mêmes, de prise de pouvoir des femmes, d'empowerment. Je suis un peu en colère que je sois une privilégiée pour accéder à ce genre de savoir. Je dis pas que c'est du tout un complot, que c'est pas du tout quelque chose de conscient où on nous empêche d'accéder à ce genre de savoir et on nous empêche de considérer ça comme normal de savoir ce genre de choses. Simplement, l'inconscient collectif n'y pense pas, on ne réfléchit pas au-delà de j'ai mes ragnagnas et j'ai mal. Et je me sens mal d'avoir mes ragnagnas. C'est ultra moche comme mot quand même. Dis juste que t'as du sang qui sort de ton vagin, c'est la vérité. Donc même si on veut pas d'enfant, je pense que réaliser à quel point on est magnifiquement bien faite pour créer la vie, je pense que même si on veut pas d'enfant, ça peut nous aider à réduire notre colère contre notre corps, ça peut nous aider à nous réconcilier, ça ce serait magnifique, à nous réconcilier avec ce qu'on porte en nous et qu'est-ce qui fait qu'on est des femmes ou des personnes avec des utérus. Et c'est très important pour moi que cette vidéo soit vue par des personnes qui n'ont pas d'utérus et qui de base ne se sentiraient pas concernées, parce que pour moi il faut se sentir concerné de ce genre de choses. La contraception et le cycle menstruel et les règles, ce n'est absolument pas une affaire de bonne femme, ça concerne tout le monde parce que sans tout ça il n'y aurait pas de vie sur cette planète. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui mélangeait un peu beaucoup de choses, mais je voulais pas juste parler du sang qui coule de mon vagin, je voulais aller un peu plus loin que ça. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux regarder ma vidéo de la semaine dernière, tu peux cliquer juste là. Si tu veux t'abonner, tu peux cliquer sur ma tête juste ici. Et s'il te plaît, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un like, parle-moi de toi, parle-moi de ce que tu as pensé de cette vidéo et s'il te plaît, ne critique pas mon magnifique épi.